Bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous joindre à nous pour cette première table ronde de notre rendez-vous, se transformer en transformant, les défis de la communication interne à l'heure de la transformation digitale. Alors, je ne vais pas vous l'apprendre, la transformation digitale, c'est devenu un enjeu majeur pour les entreprises. On parle de réseaux sociaux, le mobile, le live, la data, l'hypercommunication. Tout ça, c'est ancré dans la relation et la réalité des clients, mais également des collaborateurs. C'est une nouvelle donne qui impacte profondément les entreprises, à la fois dans leur communication externe, mais également dans leur communication interne. Alors, c'était intéressant pour nous de voir comment, aujourd'hui, les communicants internes se doivent d'anticiper les attentes, imaginer les solutions adéquates pour embarquer les collaborateurs dans cette nouvelle aventure et s'approprier également des codes, des pratiques du digital. Ce qui nous intéresse, de quelle manière, effectivement, c'est avec nos intervenants, ont intégré aujourd'hui le digital. On parle de digitalisation de la communication interne. Comment, dans leur rôle, ils accompagnent aujourd'hui la transformation en œuvre dans leur entreprise. On va parler outils, on va parler contenu, tendances, retour d'expérience également. Et finalement, comment ils réagissent et comment les collaborateurs également réagissent à ces mutations dans lesquelles nos communicants les accompagnent. Alors, avec moi aujourd'hui, Géraldine Delphos, qui est directrice de la communication interne de la branche numérique du groupe La Poste. Bonsoir. Éric Chastan, qui est responsable de la com interne du groupe BNP Paribas. Bonsoir. Nathalie Lys, qui est responsable du pilotage stratégique des projets numériques au sein d'EDF. Bonsoir. Et Cécile Le Gallès, du Pro, un éditeur d'engagement de plateforme, comme il se présente, et qui accompagne effectivement les entreprises dans la transformation de leur mode de communication et de partage d'informations. Merci Jérôme, bonsoir à tous. Alors pour commencer, effectivement, sur ces nouveaux enjeux, Géraldine, aujourd'hui, le digital, c'est un nouveau souffle, c'est de nouvelles opportunités pour la communication interne ou c'est de la complexité et des difficultés ? Alors avant tout, je suis ravie de m'exprimer pour le groupe La Poste parce que je pense que vous n'avez pas forcément une vision digitale de La Poste. Alors qu'en fait, elle a commencé sa transformation, sa mutation il y a plusieurs années. Je ne sais pas si vous le savez, mais La Poste, c'est énorme. C'est comme une petite France. On est 260 000 collaborateurs, 17 000 points de contact, 2500 bureaux. Donc, autant vous dire que le digital est une aubaine comme interne. Le numérique a vraiment été formalisé dans le cadre du nouveau plan stratégique La Poste 2020, Conquérir l'avenir. En 2014 avec la création justement de la branche numérique qui a pour but d'accélérer cette transformation. Donc je suis en charge de la communication interne de cette branche et effectivement le numérique de toute façon est une aubaine certes mais inévitable. Ça nous permet de toucher évidemment un maximum de population en temps réel. Ça nous permet également de créer des animations, puisque qui dit communication interne et dit La Poste, on pense tout de suite à la proximité. Donc finalement, le digital nous aide aussi à créer de la proximité avec les collaborateurs. Ça nous aide aussi à les faire participer sur des sujets stratégiques. Ça nous aide aussi à mesurer la satisfaction des collaborateurs. Donc, il y a un champ infini des possibles, après quand on rentre dans les outils, mais c'est vraiment quelque chose de fantastique et un outil très important comme interne, ça nous aide beaucoup. Eric, c'est pareil aussi, la BNP, c'est un souffle, l'avènement du digital aujourd'hui pour la com interne. Oui, alors c'est effectivement un formidable champ d'opportunités. Ça a bien évidemment démarré depuis quelque temps maintenant. Comme pour La Poste, ça fait partie maintenant de notre plan stratégique. Un plan qui vient juste d'être annoncé et qui prend en compte le digital, mais alors vraiment dans toutes les dimensions
métier, mais aussi dans tous les plans de fonction. Il y a un plan digital pour la RH, pour la communication, etc. Donc tout le monde est impacté. Et ça nous donne aussi des obligations, parce que ça nous oblige à retravailler notre communication interne, à repenser nos contenus à l'aune du digital. Ça impacte bien évidemment nos canaux. On a des supports qui naturellement aujourd'hui se digitalisent, ont été digitalisés ou vont l'être, mais on a aussi énormément de possibilités autour du contenu en lui-même, avec la possibilité de faire plus de live, de toucher les gens plus directement, de créer beaucoup plus d'engagement auprès de nos collaborateurs. Donc il y a énormément de choses à faire. Oui. C'est ce que je disais, moi, qui vient plutôt de la partie communication externe, même si on voit qu'il y a de plus en plus de porosité et de décloisonnement finalement entre nos enjeux. Volontairement, je disais complexité ou souffle, parce que pour beaucoup de directions de communication, c'est aussi quand même plus de complexité à gérer. C'est notamment l'avènement de nouvelles plateformes, les réseaux sociaux, les nouveaux canaux sur lesquels il faut s'adapter à des nouveaux codes. Nathalie, pour la com interne, là aussi, le digital, la transformation, ça s'est accompagné d'une démultiplication des canaux, des supports, comme le disait Eric. Alors oui, après il y a un choix d'entreprise. On se pose toujours la question, c'est de dire, est-ce qu'on laisse aller les gens ou est-ce qu'on les oriente? Et je crois qu'il faut faire un peu les deux. En tous les cas, c'est comme ça qu'on a voulu mener la transformation digitale chez nous. C'est de dire à la fois, il y a des outils qui existent, utilisez-les, et on communique pour leur apprendre à comment les utiliser, on fait beaucoup de pédagogie, et en même temps on dit, si vous avez envie de communiquer sur des choses, des outils nouveaux et des nouvelles manières de communiquer, essayez-les, faites-nous des retours d'expérience et regardons si par capillarité, par envie, par goût, par efficacité, par performance de l'entreprise, eh bien ces outils peuvent prendre ou pas. Et je crois que ça c'est un formidable exemple de dire, lâchons aussi un peu la bride là-dessus pour qu'on laisse tout un pan d'expérimentation et d'ouverture d'esprit à nos collaborateurs en leur faisant confiance sur la façon dont ils vont communiquer et utiliser ces outils. Donc beaucoup de test and learn, de test and fail aussi, on s'autorise l'échec. Je sais qu'on a beaucoup parlé, pendant un moment, c'était l'avènement de l'intranet, puis le RSE, puis ces nouvelles plateformes. On ne sait jamais trop, effectivement, ça ne le prend pas toujours. Le mythe de l'outil d'ailleurs ou de la plateforme seule, je pense, ne se suffit pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est en test comme ça, on a une démultiplication aussi, on a plutôt une mutualisation? Il n'y a pas un moment un enjeu de rationalisation quand même des supports? Comment le collaborateur, lui, ne se perd peut-être pas dans la multiplicité de ces plateformes? Alors, pour moi, à la fois, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu, on en parlait un petit peu, de la confidentialité des informations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ouvre un certain nombre d'outils, il faut faire beaucoup de pédagogie en disant, ces outils-là, vous les utilisez par exemple en freemium, comme un Slack, comme un Yammer, et donc vous faites attention à ce que vous dites. Et là, c'est plutôt de l'émulation, c'est plutôt montrer, on partage quelque chose ensemble. Et nous, on a créé ce qu'on appelle Osons Magellan sur le marché d'affaires, qui nous permet de promouvoir ce marché d'affaires auprès des collaborateurs. Par contre, on fait très attention sur des choses qui soient plus confidentielles, et là on va effectivement rationaliser la façon dont on va les utiliser, les outils qu'on va acheter, et on va dire comment on diffuse l'information et comment elle est protégée. Parce que la grosse problématique aujourd'hui de la communication interne, c'est de se dire quel outil j'utilise, est-ce que c'est hébergé aux États-Unis, est-ce que c'est hébergé en Europe, est-ce que ça va être hébergé en France, est-ce que je fais le choix d'une solution tout intégrée comme on peut l'avoir sur Microsoft aujourd'hui, ou alors je vais vers des plus petits éditeurs et là je leur demande comment est-ce qu'ils m'aident à pouvoir gérer cette confidentialité des informations, et en même temps de dire si vous utilisez quelque chose, vous en tant qu'acteur interne de votre communication par rapport aux autres, eh bien prenez conscience d'un certain nombre de choses et faites-nous des retours d'expérience pour regarder si ça vaut le coup qu'on investisse dans ça ou pas.
Cécile, vous qui êtes effectivement éditeur de plateforme, cette question de la rationalisation, de la mutualisation, lorsque vous venez avec vos approches, et cette question de la sécurité, c'est effectivement des éléments qui sont clés dans votre proposition? Je me reconnais tout à fait, effectivement, dans ce type de réflexion. Donc, nous, UPRO, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est soit une ancienne start-up, soit une jeune PME, on a 5 ans, donc on ne sait pas trop se situer pour l'instant. Et c'est vrai qu'on a une approche d'éditeur en capitalisant sur les bonnes pratiques du web grand public. Donc on travaille beaucoup sur la vidéo, sur l'interactivité, sur la manière de digitaliser les événements et comment est-ce que ça devient finalement des leviers ou des catalyseurs d'engagement des collaborateurs dans l'entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les deux enjeux principaux ou les deux freins qu'on rencontre quand on est face à des grands comptes, notamment les plus petites structures sont un peu plus agiles et quelque part les enjeux de sécurité en sont moins, en tout cas pour l'instant. Et c'est vrai que dès qu'on approche des grands comptes, il y a un vrai enjeu de sécurité et nous on est en permanence en train d'essayer de structurer, documenter toutes nos procédures pour être à un même niveau de qualité et d'engagement de sécurité que les grands éditeurs comme Microsoft. Donc j'ai l'impression qu'il y a une ouverture d'esprit qui se fait aujourd'hui en France sur justement tout ce qui est plateforme d'engagement, de partage d'informations, de communication à l'ère du digital. Mais en revanche, quand on est une petite entreprise et qu'on on essaye de travailler en mode un peu open innovation avec les grands comptes, il y a des vrais enjeux qu'on doit finalement nous adresser parce qu'on comprend vos contraintes et on peut pas, vous pouvez pas les contourner. Donc finalement, c'est à nous de beaucoup s'adapter à vos contraintes. Et j'avais envie de rebondir sur c'est un sujet que vous évoquiez tout à l'heure. Le digital, je pense que vous l'avez tous les trois dit, c'est une superbe opportunité en termes de communication interne. Nous, on travaille avec certains d'ailleurs d'entre vous. Vous ne le savez pas, mais on en discutera après. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'est de savoir aujourd'hui, le digital, c'est une super opportunité, mais comment vous adressez, nous on le sait, c'est des cas concrets, les collaborateurs qui n'ont pas accès à un poste de travail ou même à une tablette ou à un smartphone. On conserve aussi le papier, voilà, tout simplement. En fait, il y a eu une grosse refonte de tout le système d'information interne à la Poste. C'est devenu un média interne. Quand on dit interne et qu'on parle de plus de 260 000 personnes, parfois la frontière interne, externe, en termes de diffusion, comme tu parlais de porosité tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une plateforme Internet où chacun peut contribuer à créer du contenu. C'est le point unique d'entrée d'information, donc on a centralisé, on a rationalisé aussi la production de contenu, comme tu disais Eric. Et de cette plateforme, de ce site d'information, en fait, va en découler un trimestriel avec des sujets plus de fond, avec une pagination supérieure, qui va être quand même diffusé à 273 000 exemplaires, je crois. Donc on est vraiment sur un format plutôt magazine. Quelques journaux aussi en région et bien sûr l'appli. Donc on a une appli qui est dédiée aux managers pour avoir la primeur des informations à démultiplier également, et une appli grand public. Et alors elle est tellement grand public qu'elle est grand public. Elle est dans tous les App Store. Donc là, voilà. Dans le digital, on est d'accord, chez tout le monde, il reste du papier, il reste du print, où on peut être du 100% numérique. C'est pas les mêmes contenus. C'est pas le même traitement rédactionnel, c'est pas le même contenu. Après, tu parlais de... Le journal interne existe encore. Exactement. Et tu parlais de collaborateurs qui n'ont pas accès à Internet. Après, il reste aussi de la communication d'affichage pour des informations importantes, lisibles clairement. Voilà. Il y a toute une complémentarité des outils qui perdure avec une manière de rédiger qui est complètement différente. C'est pas le même temps de lecture non plus. Pardon. C'est ça aussi, voilà. Eric. On n'est pas dans le même temps. Alors nous n'avons plus de journal interne papier parce qu'on a cédé au chant des sirènes pour ce qui concerne du magazine interne. Personnellement, je crois à un retour du papier responsable et sous une autre forme, sans doute assez rapidement. Par contre, bon,
pour des raisons évidentes aujourd'hui, pour ce qui est de notre magazine interne. Là encore, ce sont des questions aussi économiques. On est 200 000 collaborateurs, distribuer un document physique comme un magazine à 200 000 personnes, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Donc là, on a pris le parti de transporter notre magazine online. Donc c'est une nouvelle façon de présenter les choses. Ça demande ensuite beaucoup d'analyse parce que sur l'instant, on perd énormément de lectorat, mais ensuite il faut le regagner online. Après, il reste du papier, il reste des supports alors plus institutionnels, plus corporate, comme le rapport annuel, qui pourtant, malgré tout, font l'objet de nouvelles façons, de nouvelles écritures, parce qu'on parle beaucoup du contenu. La digitalisation, ça apporte aussi de nouvelles façons d'écrire. On parle beaucoup de storytelling, on est moins dans un discours très corporate, on essaye d'être... aujourd'hui, si on veut capter les audiences, c'est un petit peu comme sur les réseaux sociaux, il faut raconter, il n'y a pas à se cacher, il faut raconter de belles histoires, au moins des histoires intéressantes. Et donc ça nous oblige à retravailler notre discours. J'ai un petit cas aussi intéressant, du coup je rebondis. On a un webzine, plus qu'un blog, ou qu'un webzine, au sein de la cellule innovation Yellow, à la Poste, qui est alimentée par des personnes de la cellule, mais aussi par la Silicon Valley, des journalistes qu'on a sur place, et n'importe quel collaborateur aussi peut, toujours en lien avec l'innovation. Donc c'est un webzine qui publie régulièrement, on peut s'abonner, ça s'appelle Yellow Vision, je vous y invite. Et en fait, de ce webzine, on en a fait un support papier, tellement les articles, il fallait qu'on les rediffuse et qu'on les partage. Et du coup, pour en revenir à ce qu'on garde le papier, oui, mais on garde le papier dans un autre sens, dans un autre usage. Ça devient un objet plus qu'un journal. Je veux juste vous le montrer. Voilà, pour vous donner une idée. En fait, on arrive à faire des très très beaux objets, alors qu'à l'intérieur, c'était du contenu web. Donc voilà, on peut renverser aussi la tendance, et on est à l'intérieur sur des contenus totalement en phase avec le numérique, puisqu'on n'est que sur de l'innovation. Voilà, on a renversé la tendance. C'était un petit exemple. Alors Eric, on faisait écho, nos collaborateurs associés des consommateurs, ils sont effectivement confrontés aujourd'hui à des nouveaux formats. Au-delà des canaux, c'est les contenus. Comme il faut capter l'attention, arriver à capter l'attention des consommateurs, il faut aussi capter l'attention de nos collaborateurs, rendre le message appropriable. Donc aujourd'hui, ce sont des investissements forts effectivement sur de nouveaux contenus. Quand on parle de vidéos, de live, de data, de mobilité, de storytelling. Aujourd'hui, vous avez complètement repensé les contenus. On parlait du rapport annuel. Effectivement, c'est quand même un document parfois qui est assez très normé et qui pourtant regorge d'informations très riches. Maintenant, est-ce qu'il faut faire lire des PDF ou faire vivre des expériences à nos collaborateurs, nos publics? Comment vous avez intégré aujourd'hui la com interne, ces nouveaux formats? Comment on passe sur effectivement, on appréhende et on répond à ces enjeux du contenu auxquels sont habitués nos consommateurs? Les usages changent et en fait on n'a pas le choix, c'est assez simple, parce que si on ne le fait pas, on n'est pas lu, ou on n'est plus lu en tout cas moins qu'avant. Donc de toutes les manières, on est obligé de faire en sorte que sur le digital, les contenus soient plus percutants, soient plus courts, soient plus viralisables, soient plus orientés vidéo. C'est ce genre de recettes qui font que les contenus aujourd'hui fonctionnent bien. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place pour du contenu. Vous l'avez souligné avec le rapport annuel. On peut trouver d'autres formules pour des supports tels que un document aussi institutionnel que celui-là. On peut y mettre des touches d'histoire. On peut toujours faire de l'original. On n'est pas obligé de rentrer par l'organisation. Il y a d'autres manières de rentrer dans un support, même très institutionnel. Et puis il faut être juste créatif. Alors le digital offre beaucoup de possibilités. Les formules, ce qui est formidable, c'est de voir la richesse des formules que l'on propose aujourd'hui. La vidéo est le plus bel exemple. On communique aujourd'hui en interne avec des pastilles vidéo qui utilisent des codes qui sont même vraiment ceux du cinéma, de la télévision. On a des youtubeurs qui viennent nous
dédramatiser ou simplifier des problématiques complexes de façon identique à ce qu'on trouve sur le web. Et ça marche par exemple très très bien. C'est ce genre de choses que les gens demandent et qu'on essaye de leur proposer aujourd'hui. Nathalie, où est les... Nous, on a fait le choix parce qu'on est très éclatés. On a 245 sites partout en France. Alors, on n'est pas aussi représenté que La Poste. Mais chez EDF, on a mis en place des digital corners qui permettent justement à des gens qui n'ont pas une accessibilité facile à un ordinateur, à une tablette, à un smartphone, de pouvoir aussi faire du numérique. Et on a aussi fait le choix de capitaliser sur le fait que ce soit les collaborateurs eux-mêmes qui réalisent des films. Et on s'aperçoit qu'on a beaucoup de satisfaction et beaucoup de viralité quand ils ont l'impression, pas qu'ils ont l'impression, quand ils réalisent eux-mêmes les choses. Et donc on donne des thèmes, on lance un peu des concours comme ça, et c'est eux-mêmes qui réalisent, on donne des prix, ou on fait de l'émulation de direction régionale à direction régionale, et ça marche très bien. Et est-ce que ça vous a obligé aussi à changer? Alors, je ne sais pas, est-ce que cette production de contenu, aujourd'hui, elle est internalisée, ou avant, on avait toujours quand même notre photographe, notre vidéaste, historiquement? Est-ce que aujourd'hui, ça vous a amené à repenser l'organisation de la direction de communication interne, plus comme une rédaction, pour pouvoir rentrer dans l'instantanéité, pour pouvoir rentrer dans ces nouveaux formats? Ou est-ce qu'on prend surtout appui à l'extérieur sur justement des partenaires ou des prestataires qui vont être en capacité de pouvoir répondre à cette problématique d'exigence sur le contenu? Alors, moi, je dirais les deux, mon capitaine. Moi, je suis plutôt cliente de la com interne, donc moi, je peux expliquer comment j'utilise. Quand la com interne est facilitatrice pour moi et qu'on peut travailler très rapidement, les mobiliser rapidement parce qu'ils ne sont pas sur d'autres enjeux, à ce moment-là, c'est très facile. On travaille avec eux et pour nous, c'est transparent. Je ne sais pas forcément s'ils délèguent ça ou pas. Et quand on voit qu'ils sont mobilisés sur d'autres choses ou que la problématique est plus difficile à aborder pour eux, à ce moment-là, effectivement, soit je le fais réaliser en interne par des collaborateurs qui vont m'aider ou par moi-même et mon équipe, soit effectivement, je mandate directement avec mon propre budget des agences pour m'aider. Et du coup, moi, j'avais une question un peu complémentaire par rapport à tout ce qu'on vient de dire. À titre personnel, quand j'entends transformation digitale, j'entends aussi beaucoup on casse un peu les silos, on réduit la chape managériale et finalement, d'une manière douce, subtile, mais progressive, on donne aussi la parole aux collaborateurs et on leur permet de participer, de contribuer aussi. Donc, tu évoquais la transformation de la ligne éditoriale et de la gestion de la rédaction. Quelle est la place aujourd'hui dans chacune de vos structures à ce que j'appellerais un peu pompeusement l'employee generated content? C'est-à-dire dans quelle mesure aujourd'hui le collaborateur peut être force de proposition dans la création, la production et le partage de contenu, qu'il soit vidéo ou pas? Alors, du côté de La Poste, il y a un programme de transformation interne qui date de plusieurs années, dont le premier enjeu a été la conduite du changement et l'accompagnement, en fait, notamment auprès des managers. Fallait que les managers lâchent prise pour que les collaborateurs se sentent à l'aise, aient confiance et puissent s'exprimer librement sans avoir peur d'être sanctionnés ou de dire quelque chose qu'il ne fallait pas dire, etc., etc. Donc il y a eu tout ce travail de fait avec énormément de formation auprès des managers, qui est une très grosse population, comme vous pouvez l'imaginer. Et ça a aidé dans le cadre de la mise en place d'un réseau social d'entreprise. On a fait une expérimentation. Ça s'appelle Trait d'Union. Et donc, c'était vraiment comme un Facebook où chacun pouvait s'exprimer, créer des groupes. Donc ça a facilité aussi la coopération, par exemple au niveau du réseau pour les boutiques, en fait, qui sont pas les enseignes qui ne sont pas sur les mêmes sites, mais pour partager des projets, des bonnes expériences. Donc ça a bien fonctionné. Trait d'union, et maintenant on va passer en phase d'industrialisation avec des outils que tu citais tout à l'heure, avec Office 365
voilà, on va avoir un autre outil, point commun, où il y aura toutes les briques. Et je reviens aussi à la sécurité, parce qu'aujourd'hui, pour être agile, on va céder à la facilité, on va aller prendre des petites applis gratuites dont les données sont hébergées aux États-Unis. Non, 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 non. On est dans le Shadow IT. Donc là, hors de question. Et du coup, le mieux était de proposer aux collaborateurs un système d'information bureautique, en fait, un outil de travail au quotidien avec l'ensemble des briques nécessaires, du réseau social à l'archivage, à la gestion de documentaires, aux calls, aux réunions virtuelles, etc., toutes les briques. Un enjeu sur lequel on n'est pas revenu, c'est aussi l'enjeu de savoir si cette communication, on la garde parce qu'elle est pérenne ou pas. Et pour les entreprises, c'est un enjeu parce que les serveurs qui s'alignent petit à petit les uns derrière les autres, ça peut coûter énormément d'argent aujourd'hui. Et donc, il faut expliquer aussi que quand on va utiliser des réseaux sociaux comme Slack, Teams, Yammer, etc., c'est une communication qu'on ne va pas conserver, c'est une communication de l'instantanéité et du partage immédiat. Et puis, il y a aussi, quand on s'inscrit dans un RSE, ou comme vous le disiez, comment est-ce qu'on va gérer un peu son image de marque interne, comment on va permettre aux collaborateurs de se vendre en interne, et c'est un enjeu pour le groupe EDF, puisque tous les 3-4 ans, nos collaborateurs changent d'emploi, c'est de les amener là à conserver de l'information, à donner une richesse d'information qui soit différente de l'instantanéité, et ça, il faut savoir le gérer. Et c'est la même chose pour les films, c'est-à-dire de dire autant que si vous faites un petit film style YouTuber, vos potes, ils vont le regarder, ils vont liker dans l'entreprise, etc. Mais c'est quelque chose qu'on ne va pas garder longtemps sur les plateformes. Alors que quand on fait une communication, je dirais, entre guillemets, un peu plus corporate, c'est des choses qu'on va mettre dans le RSE. Et là, on va essayer de faire une viralité, mais qui va s'inscrire dans une certaine temporalité de l'entreprise. Et ça, c'est important de le comprendre aussi, l'enjeu à la fois pour les managers, les dirigeants, et puis quand on partage ça avec la com. Je crois qu'il y a effectivement différents niveaux de contenu et qui demandent d'ailleurs différents niveaux de traitement. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Il y a et pour parler plus particulièrement du film et de la vidéo, il y a des choses qui nécessitent de faire appel à des partenaires. Et puis il y a de plus en plus de choses qu'on essaye de faire déjà par soi-même, nous-mêmes, avec des petites équipes, ou pour lesquelles on fait appel carrément maintenant à nos collaborateurs. On a des outils comme Periscope et autres qui permettent de faire des reportages live et d'être beaucoup plus présents sur les événements. Je crois qu'il y a de la place à différents outils, différentes technologies et différents niveaux de prestations. Voilà. On verra effectivement avec les collaborateurs juste après. Un sujet quand même qui nous rassemble tous, on le disait tout à l'heure, c'est la transformation digitale des entreprises. Tout le monde est lancé. On a la chance finalement d'avoir à la fois des gens qui l'apportent, des gens qui l'accompagnent à travers la com interne. Cécile, peut-être en amont, ce qui m'intéressait, puisque toi tu accompagnes depuis plus de 7 ans effectivement ces entreprises, est-ce qu'il y a une recette miracle? Est-ce qu'il y a une approche un peu pour pouvoir rendre successful cette transformation et ce vaste enjeu de l'accompagnement du changement de l'entreprise? Alors, je ne sais pas encore s'il y a les miracles. L'avenir nous le dira et les entreprises avec lesquelles on travaille le diront ou pas. En tout cas, c'est vrai que nous, ça fait 7 ans qu'on travaille avec des entreprises, je dirais, de 500 à plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs. Et il y a encore 3-4 ans, je dirais même 2-3 ans, ce qu'on entendait beaucoup, on travaille beaucoup avec des communicants, avec les RH, avec quelques directions générales, et ce qu'on entendait énormément, c'est la transformation digitale de l'entreprise. Ok, c'est une super opportunité. En même temps, c'est super complexe. Et vraiment, là, c'est un testimony, c'est une phrase que j'ai entendue plusieurs fois, c'est « je ne sais pas par quelle boule prendre ». Et donc concrètement, nous, chez UPRO, on s'est dit, il y a manifestement un enjeu qui n'est pas un enjeu d'outil, finalement. Enfin, le vrai enjeu de base, c'est pas tant l'outil, c'est la méthode. Et en fait, on s'est rendu compte que la transformation digitale était avant tout une histoire de méthode plutôt qu'une histoire d'outil. L'outil sert la méthode qu'on va déployer pour accompagner la transformation. Et le deuxième constat aussi qu'on porte avec une très, très grande conviction aussi, pour le coup,
s'appuie d'ailleurs sur un adage américain qui dit « Never do anything about me without me ». Et en fait, on s'est aussi rendu compte beaucoup, quand on écoutait nos clients parler de transformation digitale qui avait été amorcée, c'est que finalement, ils s'étaient d'abord projetés sur comment on va transformer nos produits, comment on va transformer nos services, et pas tant comment on va aider nos propres collaborateurs à se transformer, alors que finalement, c'est eux qui portent l'entreprise, qui portent le message de l'entreprise. Maintenant, on parle d'ailleurs beaucoup d'employee advocacy, et ils sont présents sur les réseaux sociaux, mais avant cela, il faut déjà les accompagner. Donc du coup, c'est fort de ces deux constats qu'on a créé, développé une méthode, un framework qui s'appelle Digital Transformation Seed et qui est en fait basé sur 3 étapes qu'on recommande évidemment de suivre dans une certaine time frame aussi, qui sont effectivement acculturation, collaboration et innovation. Et nous, on est assez convaincus que si une entreprise qui se transforme, alors évidemment en fonction de la taille de l'entreprise, on aborde ces 3 étapes de manière assez différente, surtout qu'il y a souvent des initiatives qui ont déjà été portées, mais le principe c'est vraiment de dire je dois commencer par une étape d'acculturation. Donc aujourd'hui, quelle que soit la taille de l'entreprise, on constate des franches disparités, des grandes hétérogénéités de compréhension, connaissance, appréhension du digital. Donc l'étape numéro 1, c'est on va s'assurer que tout le monde parle un langage commun. Et finalement, quand on dit digital, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant que collaborateur, pour mon équipe, pour mon entreprise, mais finalement aussi pour moi en tant que maman, citoyenne. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a... donc ça passe typiquement par des MOOC, des Cook, des SPOC, il y a 50 000 mots maintenant. Et la vidéo, puisqu'on est quand même sur le... Corporate Content Festival, la vidéo aujourd'hui, en témoignent d'ailleurs toutes les plateformes grand public, le moyen le plus efficace d'accompagner la formation, l'acculturation de ses collaborateurs au digital. La deuxième étape, une fois qu'on a franchi cette première étape, c'est la collaboration, qui est finalement un peu le pilier central, mais on ne peut pas demander à nos collaborateurs d'une manière collective d'aller sur Slack, Yammer, Jive, Jalios, Upro, peu importe. On ne peut pas leur demander d'y aller s'ils n'ont pas compris pourquoi y aller, s'ils n'ont pas compris ce que ça allait leur apporter à eux, à leur équipe, à leur manager, etc. Donc deuxième étape, collaboration. Et la troisième étape, qui est un peu finalement le Graal, et on a beaucoup de clients qui se sont dit on va se lancer dans des appels à projets innovation. Et puis finalement, il y a 5 ou 6 ambassadeurs de cette innovation qui sont souvent les managers porteurs vraiment de projets. Mais pareil, en fait, comme les 2 premières étapes n'avaient pas forcément été opérées, l'innovation restait souvent centrée sur quelques équipes, alors que l'objectif, encore une fois notre conviction chez Upro, l'objectif c'est comment est-ce que demain l'entreprise digitale et qui se digitalise, qui se transforme, va aider, accompagner chaque collaborateur à être intrapreneur, donc à créer de la valeur pour son entreprise. Et voilà, nous, on a cette méthode, on l'a construite, ça fait 2 ans à peu près qu'on l'a construite. Derrière, on a développé la solution technologique qui permettait justement d'accompagner les entreprises sur ces 3 étapes clés, et en se disant vraiment le sens le plus fort et la manière la plus forte, ce qui fonctionne le plus sur le web grand public, qui finalement est ce que les jeunes générations sont aujourd'hui habitués, donc on est obligé de se projeter dans les 5-10 prochaines années déjà, c'est la vidéo, c'est l'interactivité et c'est l'événementiel. Vous parlez de périscope, enfin, on est vraiment sur ces sujets-là, donc comment est-ce qu'on amène ces leviers-là dans des écosystèmes corporate ? Alors, je ne sais pas s'il y a une solution miracle, mais en tout cas, il y a des approches. Nathalie, quand on est en charge de la transformation numérique interne chez EDF, ça consiste en quoi finalement son job, et c'est quoi les difficultés rencontrées effectivement, et puis les bonnes pratiques que vous déployez? Alors ça consiste à apporter une vision. Alors je ne peux qu'acquiescer sur tout ce que vous avez dit, mais je voudrais revenir aussi sur des facteurs qui sont externes à l'entreprise, qui quelquefois aussi oblige l'entreprise à se transformer. C'est-à-dire que entre la décision je veux me transformer, je veux amener plus de numérique parce que mes petits camarades le font, etc. On voit quelquefois nos clients se sont transformés avant, et là on se dit ouh là là, il y a un risque de ringardisation. On s'aperçoit que nos filiales ont été plus agiles, et ça a été le cas pour EDF pendant quelques années, étaient plus agiles, et là on s'est dit oulala, mais la maison mère elle fait un peu vieillotte. Et puis il y a des enjeux aussi de recrutement, c'est-à-dire que
d'ici quelques années, 40% de la population des salariés de EDF aura changé. Et c'est un enjeu majeur parce que ces jeunes qui arrivent ou qui sont déjà arrivés arrivent avec ces technologies. Après, il ne faut pas confondre, il y a des vieux jeunes et des jeunes vieux. Donc, il ne faut pas croire que la transformation digitale, c'est amener les vieux à être plus digitaux et dire les jeunes, il faut s'occuper des vieux parce qu'on va faire du mentoring, du coaching, du machin, etc. Donc ça, c'est des enjeux. Après, le gros écueil, pour moi, il est de plusieurs niveaux. La première chose, c'est de ne pas avoir de sponsor. Si on n'a pas un sponsor à haut niveau, c'est pas la peine de prêcher la bonne parole. Autant être le hamster dans sa roue et comme ça on va faire du vent, mais à part ça, il y aura rien d'autre. Après, comme vous l'avez exprimé, il y a un enjeu auprès des managers, qu'ils soient dirigeants ou pas, qu'ils soient dirigeants parce qu'ils sont managers de managers ou managers d'équipe. C'est très difficile parce qu'on sent bien que cette transformation digitale les a dépossédés de leur mission et qu'avant ils étaient pourvoyeurs d'informations. Ils étaient un peu le centre de l'équipe et aujourd'hui les équipes elles ont les informations bien avant eux et donc du coup ils se disent mais moi je fais quoi? Et donc il faut leur réapproprier un rôle, essayer de leur donner un temps d'avance, désacraliser un peu les outils et ne pas parler d'outils et j'aimais beaucoup tout ce qu'on a dit mais plutôt des usages. Qu'est-ce que ça va vous apporter en termes de performance d'équipe, en termes de management d'équipe? Comment vous allez pouvoir donner un temps d'avance? Comment vous allez pouvoir collaborer avec d'autres pour devenir plus grand, plus fort, plus mature et vraiment désacraliser l'instant de dire « Ah mais ça je ne sais pas l'utiliser » ou « lui l'utilise » et ça c'est très très important. Après les échecs c'est de vouloir emporter tout le monde. Je crois qu'à un moment donné il faut avoir des ambassadeurs qui sont précurseurs de ces moments, qui vont petit à petit montrer qu'ils ont appris de leurs erreurs, qu'ils ont osé échouer, qu'ils ont osé essayer, que petit à petit aussi ils ont capitalisé des expériences positives et petit à petit ça prend et qu'eux-mêmes on va les former, qu'après ils vont aller former d'autres personnes et que quand c'est le collègue d'à côté qui vient nous apprendre comment on peut utiliser ça ou comment on peut faire ça, ça a plus de poids que quand on dit aux gens allez vous partez tous en formation une journée et on y va parce qu'on s'aperçoit qu'on a des mauvais résultats après parce que les gens n'ont pas fait l'acquisition parce qu'ils n'étaient pas prêts et présents au moment où il fallait le faire. Donc je crois que ça c'est très important. Alors Eric, je ne sais pas si c'est les événements externes, si on parle de l'ubérisation de la banque et tout, qui vont porter des enjeux aussi de transformation digitale, mais vous, comment le directeur de la com interne peut aider justement et participe à la transformation digitale de l'entreprise? Bien, on a le travail, enfin le rôle est important. On a un travail énorme d'accompagnement déjà de nos collaborateurs, d'explication. Après, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Nathalie, une chose très particulière avec le digital, c'est que ça fait véritablement tomber les silos. Et il y a beaucoup de choses, d'initiatives qui viennent du terrain, ce qui rebat complètement les cartes par rapport à une formation ou une communication très descendante. Donc il y a beaucoup de magnifiques initiatives de structures, de groupes de travail, de groupes d'agile, de collaborateurs qui ensemble mettent au service de tous des compétences qu'ils ont ou des talents autour du digital qui ne sont pas forcément leur cœur de métier. Et aujourd'hui, on voit naître des équipes qui sont comme ça, qui acquièrent une totale légitimité et qui pourtant se sont créées comme ça de toutes pièces et qui apportent énormément et qui aident à faire en sorte que les gens acquièrent cette culture digitale. Bon, par contre, nous, évidemment, au niveau de la communication interne, on a un travail plus corporate à faire, d'accompagnement. On accompagne des programmes aujourd'hui, les réseaux sociaux par exemple, on aide nos collaborateurs à être acteurs sur les réseaux sociaux, donc on a tout un programme qui repose d'une part sur des ambassadeurs identifiés, des porte-paroles déjà qui sont devenus actifs pour représenter l'entreprise sur les réseaux, et ensuite on essaye d'expliquer aux collaborateurs qu'ils le souhaitent, parce qu'en fait on s'est rendu compte que sur 200 000 collaborateurs, plus de 70% sont présents sur les réseaux sociaux, donc c'est un fait. Et alors après, quand on commence à réfléchir un petit peu, quand on se dit, tiens, finalement, on a 70% des collaborateurs sur les réseaux sociaux, on a 80% des collaborateurs qui sont plutôt contents de travailler dans l'entreprise, est-ce que finalement, on ne peut pas en faire des ambassadeurs? Donc
Et puis on a aussi des gens qui sont présents sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas toujours la matière qu'ils souhaitent pour être actifs sur les réseaux sociaux. Donc on essaie de les accompagner. Donc ça passe par des explications d'abord, des chartes bien évidemment, parce qu'on commence par là pour expliquer ce qu'on peut dire, pas dire. Et puis ensuite par du soutien. Donc ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on déploie, on a déployé sur une base de Sociable en interne des contenus à disposition des collaborateurs pour que s'ils le souhaitent, ils puissent être actifs sur les réseaux sociaux. On leur met à disposition une centaine de contenus tous les jours qu'ils peuvent partager, retweeter, etc. Et ça leur donne ça leur donne un cadre un peu plus serein pour pouvoir être actifs sur ces réseaux. Et par rapport du coup à ce que Nathalie disait tout à l'heure sur la notion de quelque part marque employeur aussi, est-ce que ce genre d'initiative a pour objectif de mettre en lumière plutôt la marque sur les réseaux sociaux grand public? Est-ce que c'est ses produits? Est-ce que c'est juste valoriser le collaborateur et son appartenance à une entreprise? Quel est l'objectif derrière ce type d'initiative? Je vais dire les deux, mais la marque passe maintenant un petit peu en retrait. On n'est plus dans un discours d'affichage de la marque. C'est la marque sur les réseaux sociaux. Elle vit beaucoup plus au travers des témoignages de nos collaborateurs, de la prescription. C'est ce genre de choses que l'on va plus chercher aujourd'hui qu'une visibilité de marque ou une présence de marque. Il y a d'autres moyens pour le faire. Et aujourd'hui, sur ces enjeux de collaborateurs ambassadeurs, quand on le disait, ça casse les lignes, effectivement. C'est des choses que l'on croise avec les RH, la com externe, la com interne. Ce sont des programmes qui se montent bien évidemment en étroit partenariat, communication et ressources humaines, bien évidemment. Ça marche de pair et c'est avec les RH qu'on construit ce genre de programme. Après, sur le rôle de la communication interne par rapport à la transformation de l'entreprise, ce que je voudrais rajouter, qui est vraiment spécifique à la communication interne de la branche numérique, c'est qu'on essaye de favoriser la culture G numérique des collaborateurs. Et pour ça, on utilise beaucoup comme moyen l'événementiel. On crée pas mal d'animations. Tous les mois, on fait un binôme café sur une thématique, que ce soit l'intelligence artificielle, les data, les chatbots, qui sont issus de l'intelligence artificielle. On prend une thématique comme ça, on la décortique en plusieurs morceaux, en 3 morceaux. Une partie plus sociétale ou économique, une partie qui est raccrochée à l'activité de la Poste. Pourquoi on va parler d'intelligence artificielle à la Poste? Donc on va raccrocher à une activité business à la Poste, qu'est-ce qu'on en fait? Et après un volet beaucoup plus individuel en tant que collaborateur, consommateur, citoyen. Donc on a ce genre de rencontres qui sont complètement conviviales dans des lieux tout à fait ouverts. On organise aussi chaque année le Lab Postal, c'est le salon de l'innovation de la Poste, où toutes les branches viennent présenter leur innovation, mais pas que. On a des intervenants du monde entier. On accompagne on était présent au CES là encore cette année pour la 3e année consécutive. 6 facteurs ont été sélectionnés, marinés par Axel Lemaire, sont partis à Las Vegas et on a utilisé pour le coup le digital. On avait la possibilité de leur poser des questions à ces 6 facteurs sur place à Las Vegas et eux nous ramenaient les réponses via la plateforme. Puis la prochain rendez-vous, Vivatech, bien sûr. Donc, ça pousse, ça amène effectivement, on se s'ouvre, ça nous amène à aller plus de tests, plus de learn, pas trop de d'expérimentation, fail, de comprendre le monde qui change, le monde qui nous entoure. Il y a des choses qu'on ne matérialise pas, qui font partie de notre quotidien. Mais voilà, c'est accompagner aussi les collaborateurs dans le monde d'aujourd'hui. C'est effectivement plein d'opportunités. Ça casse les fameux silos apparemment et ça fait travailler des gens qui ne travaillaient pas ensemble avant. Si c'est piloté par la branche numérique. C'est super. Ça nous amène effectivement à faire remonter des jeunes générations quand on parlait de reverse mentoring et finalement amener ce changement par le digital. Est-ce que pour finir, avant de laisser la place aux questions, le digital aussi, on le disait tout à l'heure, c'est de la data, c'est de la mesure. On entend toujours quand même parler, moi je le vois sur la partie externe, mais c'est quoi vos ROI,
KPI, c'est quoi vos KPI? Est-ce que l'arrivée, cet avènement du digital dans les métiers de la communication interne offre également plus de mesures et donc plus de possibilités, peut-être Eric, là aussi, de valoriser ou de conforter la fonction communicant interne au sein de l'entreprise face à des enjeux qui sont toujours plus forts, notamment sur le business? Je crois qu'aujourd'hui, une bonne communication se mesure. De toute façon, c'est un fait. Après, effectivement, on produit beaucoup de data. On produit beaucoup de data et les métiers, bien évidemment, aujourd'hui, utilisent ces données et cherchent à les travailler. Et bien évidemment, la communication, un petit peu à l'aune de ce que font les métiers, cherche aussi à plus utiliser les données. Après, il faut pas perdre de vue l'objectif que l'on poursuit. On n'est pas des vendeurs de produits, mais par contre, les outils eux-mêmes offrent tellement de possibilités d'analyse qu'effectivement, ce serait dommage de ne pas s'en servir pour affiner nos communications, affiner nos messages, retravailler, marketer. En fait, aujourd'hui, on a mis en place de petits programmes de marketing de notre communication, même en interne. Donc, ou un petit peu comme pour des produits que l'on va vendre, on essaye de retravailler, de tester les contenus en direct pour voir comment ça fonctionne et trouver des formules nouvelles, etc. Donc ça ouvre là aussi plein de nouvelles possibilités. Nathalie, sur les métiers ou sur la transformation numérique, on a des KPI à partager justement pour voir et s'assurer des clés de succès et aller chercher encore plus auprès de son sponsor de soutien et de budget. Bien sûr, bien sûr, surtout pour aller chercher plus de budget, ça c'est certain. Moi, je voudrais faire le distinguo entre deux choses. C'est d'une part écouter des signaux faibles et donc qui sont importants et qui là vont faire appel à la fois à du marketing et à la fois l'étude de la data science et des algorithmes pour regarder ce que dans les réseaux sociaux nos collaborateurs peuvent dire, que ce soit des réseaux sociaux internes ou externes, parce que c'est très important aussi de savoir ce qui va remonter et d'analyser et de regarder quels sont les mots qui sortent par du text mining, etc. Donc là, il y a toute cette analyse-là qui est plutôt, je dirais, côté purement communication. Et dans la transformation digitale, c'est assez simple. Je crois qu'il ne faut pas qu'on complique les choses entre l'ère avant digital et après digital. Je pense que des indicateurs de mesure très simples comme le nombre de collaborateurs qui sont sur Yammer, le nombre de conversations qu'il y a, le nombre de postes, le nombre de réponses, des choses comme ça qui sont très simples, qui nous permettent de mettre en place un peu un cockpit de pilotage des principaux indicateurs, c'est important. Le nombre de vues d'une vidéo, le nombre d'un article qui est lu dans le RSE, ça, je crois qu'on n'a pas inventé la poudre et que ça existait et que soit on le mesurait par des enquêtes de satisfaction quand on était dans du print. Aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'on peut le mesurer directement en live, mais ces indicateurs n'ont pas changé. La difficulté, je trouve, aujourd'hui sur les ROI, c'est de pouvoir mesurer l'impact métier que ça peut avoir. C'est-à-dire que je vais donner un exemple très simple et je vais essayer de ne pas être trop longue. Avec l'arrivée d'un outil comme Skype for Entreprise, d'accord. Aujourd'hui, combien on économise en termes de licences de web conferencing qu'on avait avant? D'accord. Combien de frais de déplacement on économise parce que le collaborateur, au lieu de se déplacer, va faire une webconférence? De combien on diminue les accidents de plein pied? Je suis désolée de rentrer dans le boulon de 12, mais c'est vraiment ça. Parce que vous allez être en retard pour aller à une réunion. Aujourd'hui, le collaborateur, il n'a plus besoin de courir dans les couloirs du métro. Il va s'installer dans un web café, il va s'installer dans une salle de réunion. Il va être complètement mobile. Il va pouvoir prendre ça de son téléphone portable, de son ordinateur. Ça, c'est des vrais indicateurs qu'on peut mesurer, mais on les mesure en termes d'économie réalisée pour l'entreprise, parce qu'elle va être plus agile, parce qu'elle va donner plus de confort et parce qu'elle va permettre une certaine forme de travail itinérant et du nomadisme, comme on le dit aujourd'hui, de dire moi aujourd'hui il y a un problème sur cette route-là, et j'ai pas de réunion physique à faire, et je vais m'économiser le temps de transport, je vais travailler à la maison, et donc de mettre en place tous ces moyens-là pour que le collaborateur soit plus performant et qu'il y ait une meilleure
porosité positive entre sa faculté d'être présent et de pouvoir se connecter et la faculté d'avoir sa vie personnelle et de pouvoir l'organiser comme il veut. Je crois que ça, c'est important. Je trouve que c'est une belle conclusion, effectivement, où on va toucher là même sur les enjeux, effectivement, plus RH, et qui vient de nous confirmer, effectivement, qu'on décloisonne et qu'on casse les silos. Merci. Je vais laisser la place, effectivement, aux questions dans la salle, si personne veut micro. Le plus dur, c'est le premier, il faut se lancer. Non? Bon, Cécile, t'en as une, vas-y, ça va peut-être... Non, moi, ça m'intéressait d'avoir votre point de vue aussi, parce que avec la transformation de la fameuse HR Tech, la transformation des ressources humaines, on entend beaucoup aujourd'hui les responsables des ressources humaines, les chargés de ressources humaines parler de la transformation de leur propre métier, le digital changeant profondément leur métier dans l'entreprise, et ils deviennent plutôt des aiguilleurs et des conseils, et leur métier historique est profondément bouleversé. Du coup, je m'intéressais aussi de savoir votre point de vue sur le digital, vous le portez au sein de votre entreprise, mais finalement, qu'est-ce que ça change pour vous par rapport à votre métier, entre guillemets, historique? Que change aujourd'hui le digital dans votre métier? Bon, je crois que les grands enjeux, c'est le gain de temps. Aujourd'hui, moi, je trouve que le grand enjeu de la transformation digitale, qu'elle touche le grand patron jusqu'à moi, petite salariée d'une grande entreprise, ou d'une petite structure d'ailleurs, quel que soit mon métier, je vais gagner du temps et donc je vais avoir plus de temps pour réfléchir, pour me donner de la vision, pour aller m'acculturer ailleurs. Et par exemple, quand je vais poser mes congés aujourd'hui, ça va me demander 2 minutes, alors qu'avant, alors je ne veux pas faire le temps des dinosaures, mais j'allais faire signer un papier que je remplissais, alors je le donnais soit à l'assistante, soit je le donnais directement au patron. Donc ça fait gagner du temps, et ce temps-là, par contre, il faut expliquer aux salariés comment le réutiliser à bon escient, que ça soit pour un temps professionnel, un temps de repos pour que le cerveau puisse s'acculturer lui aussi, ou un temps personnel. Et je pense que là, c'est aussi le rôle de la communication et des RH de casser ces silos de leur métier qui était un peu chacun à côté, et puis de temps en temps on se parlait. En tous les cas, c'est la vision, moi, que j'en ai de quelqu'un qui n'est ni dans le métier RH ni dans le métier de la com, pour aujourd'hui avoir une vraie vision de communication RH qui va renforcer cette agilité, cette performance de l'entreprise, et permettre à des gens aussi, par une certaine, je dirais, porosité, de dire, moi, j'ai pas fait un métier de RH, mais demain, parce que je peux facilement me former, facilement avoir des gens qui sont accessibles, aller vers un métier de RH, un métier de com, un métier plus technique, etc. Ce qui n'était pas forcément permis avant, parce que c'était moins facile d'accéder à la formation, parce que on s'est autorisé à casser les silos et à ce qu'il y ait des gens qui sortent des rangs et des sentiers battus. Et ça, je crois que c'est le grand enjeu de demain, de dire les gens vont oser faire des choses et s'informer sur des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé avant. Est-ce que ça a donné des idées ou des envies de questions? Oui, là-bas. Bonjour, je m'appelle André Chaban, je travaille pour Elephant at Work. J'ai une question. Est-ce que le digital, au fond, c'est pas la convergence de 3 métiers qui se parlaient sans vraiment se parler, à savoir les RH, la com interne, la com externe? Est-ce que les frontières sont pas en train de se brouiller assez dramatiquement, et où commence le territoire de l'un et finit celui de l'autre? Comment bien travailler sans se marcher sur les pieds? Est-ce qu'à terme, ce sera une convergence totale, c'est-à-dire que RH et com interne seront fusionnés, ce qui est déjà le cas dans certains groupes, où on peut avoir des Chief People and Marketing Officer, comme c'est le cas chez Mazars, par exemple. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que vous croyez à cette idée de la convergence totale entre ces 3 métiers qui avant étaient plus séparés? Est-ce que le digital fait ça?
Je vais essayer de répondre pour ce qui nous concerne. Je pense que le digital est un énorme facilitateur, c'est l'huile dans le rouage. Pour autant, ça ne veut pas dire forcément que les structures ou les organisations vont obligatoirement fusionner. Alors c'est vrai que communication, RH, bon, ça c'est des choses qui existaient déjà auparavant. La façon dont les structures, fonctions et métiers vont travailler ensemble, ça c'est différent. Aujourd'hui, le digital crée une transversalité qui n'existait pas auparavant. Et ça se constate dans les fonctions et dans tous les métiers. Mais après, les métiers vont garder leur spécificité. Je pense qu'il y aura toujours des fonctions RH et pour l'instant, en tout cas, de la communication interne, et tant mieux, parce que ça nous occupe. Oui, mais c'est ce qu'on disait quand même tout à l'heure. La frontière comme externe, comme interne, avec nos salariés qu'ambassadeurs, elle disparaît. La com et le marketing, on demande à la com d'être de plus en plus tournée vers le terroir de caisse aussi et d'avoir des enjeux de mesure et d'impact sur le business. Et c'est vrai qu'on parle de transversalité, donc on peut se dire à un moment, est-ce qu'on organise mieux effectivement le fonctionnement de chacun, ou on ne va pas arriver quand même à une concentration aussi, et on les sent quand même dans l'entreprise aussi. Il y a quand même des petits duels de chapelle pour savoir est-ce que la transformation digitale, justement, elle relève des RH ou est-ce qu'elle relève d'une fonction communication. Aujourd'hui, elle relève de tout. Pardon. Aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, elle relève de tout le monde. Tout le monde est pilote. On a dit qu'il y a un sponsor. On n'a pas de structure digitale propre, par exemple, chez BNP Paribas. La transformation digitale est menée dans chaque entité, structure, métier, fonction. On n'a pas de chief digital officer pour l'entreprise. On en a dans nos métiers, bien évidemment, parce que elle s'adapte aussi aux besoins des métiers et des fonctions. Il y a chaque structure a sa spécificité, a besoin de tirer profit du digital, mais pour ses besoins propres. Moi, j'avais... C'est comme... je reviens pour répondre à la question, à ce qu'on disait, ce qu'on disait au départ, c'est que le digital, c'est vraiment un moyen. C'est un outil, un moyen, ça facilite, ça accélère, on l'a dit plusieurs fois. Donc, pour moi, la mutualisation de ces fonctions... Je ne peux pas répondre aujourd'hui pour la Poste, ça ne se dessine pas forcément comme ça. C'est plutôt le business qui décide, comme dans beaucoup de sociétés. En revanche, ça facilite la coopération. Et la coopération entre les différentes directions de communication, que ce soit interne, externe ou des branches, que ce soit avec les RH, voilà, c'est capital. Et aujourd'hui, le digital nous aide à coopérer, à faciliter la coopération. Moi, j'avais en 2 mots une réponse un peu différente. D'abord, je voulais savoir si, dans le mot dramatiquement, vous l'aviez utilisé comme l'anglais dramatically, qui est plutôt positif. Oui, c'était dans ce sens-là. Donc, on a bien compris le même sens. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, les fondamentaux des métiers sont quand même là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'improviser comme ça communicant, on ne peut pas s'improviser comme ça marketeur, on ne peut pas s'improviser comme ça RH. Donc, oui, effectivement, il y a des silos qui ont été cassés et on travaille tous ensemble, mais moi je le vois qui suis côté métier, j'ai besoin de m'appuyer sur un vrai communicant et sur une direction de la communication et externe et interne en fonction de ce que je veux faire, et j'ai besoin de m'appuyer sur les RH. Alors aujourd'hui, le choix de EDF a été de créer des fonctions digitales et transformations digitales dans des directions numériques, mais ça n'empêche que moi, en tant que directeur de projet, quand j'ai besoin d'une question technique, quand j'ai besoin de m'appuyer, je vais voir le professionnel, et je pense que demain, ces professionnels-là existeront toujours. Maintenant, on travaillera différemment, mais je dirais que la formation de base, il faudra qu'elle soit là, et qu'aujourd'hui, moi, j'ai ni formation RH, ni formation de com, et je suis bien contente de les avoir dans l'entreprise, et ils sont bien contents que je les questionne aussi, et ça marche bien, et c'est bien. Peut-être qu'on fonctionnera plus en mode projet, en fait, Lean, et effectivement plus d'agilité aussi, et plus d'agilité dans l'organisation. Ok, est-ce qu'il y avait une autre question? Allez, 2 minutes.
Alors bonjour à tous et à toutes. Moi je suis directeur com d'une boîte de recyclage et pour notre journal interne, parce que j'entendais tout à l'heure monsieur dire que vous aviez supprimé le journal interne, le print, nous au contraire on est très attachés au print, on trouve que c'est un rendez-vous qui est hyper important pour les salariés et d'ailleurs ils y sont très attachés. Alors, je voulais revenir sur cette question-là parce que ça m'a, et puis ça va de pair aussi avec l'histoire de les publics qu'on touche, c'est-à-dire que nous, on l'envoie systématiquement à tous nos collaborateurs, donc ils le reçoivent chez eux, les familles le lisent, et on sait ça de sources sûres que l'info est partagée et qu'il y a de la reconnaissance aussi à travers ça. Donc, je vous vois rigoler. Oui. J'imagine que ça a été un débat certainement. Oui, c'est un vrai sujet. En plus, oui. Alors, il y a j'ai pas dit qu'on avait supprimé le journal interne. Hein. On l'a digitalisé. Hein. On l'a digitalisé. On l'a porté en ligne. Après, je vous ai aussi dit tout à l'heure que j'étais convaincu que le papier reviendrait d'une façon ou d'une autre, et peut-être pour ce type de support en l'occurrence, parce que quand je disais on sait ce qu'on a perdu, c'est très rapide de voir ce que l'on perd, et regagner du lectorat sur ce type de support en ligne, on touche plus les mêmes lecteurs, ni de la même façon. C'est très compliqué de savoir si on n'a pas acheté finalement le bébé avec l'eau du bain. Donc je pense qu'on y reviendra peu ou prou, mais pas tout de suite, parce que évidemment aujourd'hui il y a des enjeux économiques qui font que je pense quand on étudiera d'un peu plus près le bilan carbone de cet objet superbe, on se dira peut-être que finalement il y a du papier qui est peut-être pas si irresponsable ou si mal à utiliser que ça. Et d'ailleurs c'est ce qu'on fait, hein. Tout le peu de papier, j'allais dire, que l'on produit encore est absolument responsable, etc. Et c'est très bien, parce que ça fait vivre des gens qui produisent aussi. Donc je pense qu'on y reviendra. On y reviendra peut-être aussi parce que, et c'est ce qu'on soulignait tout à l'heure, l'objet est important aussi. Et l'objet a une valeur. Les contenus sur ce genre de support n'ont que la valeur finalement du support en lui-même. Alors que ça reste, et ça a une petite valeur, et les gens y sont très attachés. Donc je pense qu'on y reviendra. Il y a un temps pour tout. Il y a toujours des mouvements un petit peu de balancier. Vous savez, on part un peu vite d'un côté, un peu vite de l'autre, et puis après les choses reviennent au milieu, donc le papier reviendra très certainement. Et effectivement, pour compléter ce que tu viens de dire, on a un retour d'expérience, nous, assez intéressant chez un de nos clients, Bouygues Immobilier pour ne pas le citer, qui avait un magazine interne papier qui était fortement apprécié par les collaborateurs, qui était distribué dans leur domicile, donc même pas, qui a été supprimé et temporairement, vous allez comprendre pourquoi, au profit d'une version totally digital qui était hostée sur le réseau social interne. Et en fait, les collaborateurs ont vraiment demandé à ce qu'ils reviennent, étaient absolument mécontents de la disparition, et du coup le choix a été finalement de changer le format et de se dire finalement on va maintenir en fait les deux, on va faire une sorte d'hybride, et le réseau social interne de l'entreprise va être utilisé plutôt pour les articles et les contenus courts, de l'instantanéité, et on conserve le magazine papier interne pour les dossiers de fond, les articles de fond qui sont souvent plus importants et qui finalement du coup ne sont pas vraiment propices à être sur un réseau social interne. Alors, après, juste pour terminer sur ce sujet, on n'a pas non plus fait les choses de façon drastique. On a essayé de garder l'esprit qui était l'esprit du support papier dans sa structure, dans sa périodicité, de telle sorte à ce que justement ils ne viennent pas télescoper des contenus qui soient plus rapides sur l'intranet ou des choses comme ça, et que du coup finalement ça se dilue. Donc on lui a gardé son statut à part, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a malgré tout de très bons taux de lecture et de bonnes progressions même de l'usage de ce magazine en ligne. Parce qu'on a essayé quand même de lui garder sa personnalité. Voilà, mais
En fait, c'est une question d'équilibre, quoi. Dans un monde digital, on redonne de la valeur au papier, et dans un monde 100% dématérialisé, on donne de la valeur à l'événement et à la rencontre physique. Bon, merci Belle beaucoup. conclusion. Merci à chacun. Merci à vous.